Fleuve Bandaman, principale source d'approvisionnement en eau des ménages de la sous-préfecture de Maraba-Diassa depuis 2 semaines. En effet, l'eau, source de vie, ne coule plus dans les robinets de cette localité. Conséquence, parcourir plus de 3 km pour avoir accès à l'eau, peu importe la qualité. C'est vraiment difficile. Nous-mêmes, on puise d'abord au fleuve sur la tête avec des cuvettes. Et puis ceux qui ont des garçons aussi, avec des motos et des bidons. Et une fois à la maison, il faut qu'on fait chauffer d'abord, on ajoute un peu de javel avant de faire boire. Mais avec ça, il y a des enfants qui ont la diarrhée quand même. Cette pénurie d'eau dure depuis des années et s'accentue pendant la saison sèche. Maraba-Diassa ne bénéficie pas d'installations adéquates. Prévues pour 1000 personnes, les installations de l'ex-Sodefel ne répondent plus. Le forage actuellement est petit pour le village. La demande en eau est beaucoup élevée. Donc si on fait ces derniers tests-là que ça ne va pas, normalement les autorités doivent se réunir pour les aider à avoir un autre forage. Le raccordement de Maraba-Diassa au réseau de la SODECI, société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, reste la seule alternative. On souhaite être connecté sur le réseau de la SODECI pour finir avec ces pénuries d'eau. La vraie décision, c'est de faire un nouveau forage. Parce que déjà, 62 mètres de profondeur, c'est petit. Si on fait un forage de dernière génération, c'est-à-dire qui est encore plus puissant que ça, qui a beaucoup d'eau, là, je pense qu'ils seront satisfaits. Ce manque d'eau récurrent a des répercussions négatives sur le rendement des fonctionnaires de la localité. Dans nos foyers, lorsqu'il n'y a pas l'eau, ça agit naturellement sur notre travail. Nous sommes souvent en retard. Nos enfants à la maison, comme les enfants que nous encadrons. Chaque fois quand ils viennent le soir en retard, lorsque tu leur poses la question, ils vont te dire que nous étions allés chercher de l'eau. Le sous-préfet, quant à lui, appelle à la mobilisation des filles et fils autour du développement de leur terroir commun. Les cadres, s'ils s'entendent bien, en tout cas, ils peuvent sortir de l'omnière leur localité. La pénurie d'eau n'est pas la seule équation à résoudre pour la population de Maraba-Diassa. L'électricité s'est mêlée à la danse. Depuis 6 mois, la ville est confrontée à des coupures intempestives à partir de 18 h. Maraba-Diassa est sous-préfecture depuis 2012. Dans la ville d'Abengourou, c'est l'une des rues les plus fréquentées par les automobilistes et les piétons, de jour comme de nuit. Une rue poussiéreuse et étroite, comme on en trouve dans tous les quartiers de la Cité de la Paix. À la seule différence qu'elle porte un nom évocateur, rue Princesse. Pas un seul habitant d'Abengourou qui ne se plaint ou ne s'offusque de l'état de cette rue, et pour cause. Si la rue Princesse est bitumée, je pense que ça va beaucoup rendre encore plus beau, plus joli la ville. Puisque tout le monde y passe, même les étrangers qui viennent d'ailleurs, qui veulent s'amuser, qui veulent s'éclater dans les périodes de fêtes, ils viendront ici parce que les maquis n'existent plus dans d'autres quartiers, ce n'est pas ici à la rue Princesse. C'est souvent la mairie qui vient gratter un peu, en tout cas eux aussi, mais ils ne font qu'aggraver la situation. Quand ils font comme cela, vraiment on ne peut plus passer. La rue Princesse a un tronçon long d'environ 1 km au quartier Commerce. Elle est bordée de part et d'autre de ses accotements de commerce, maquis, bars, restaurants, étals divers et cabines téléphoniques. Pour tout dire, une rue attractive et pourvoyeuse d'emplois. Mais la rentabilité des activités qui s'y déroulent est en nette baisse, comme l'indiquent certains propriétaires qui pointent un doigt accusateur sur les autorités municipales. Tu es assis avec ton verre, c'est la poussière que tu consommes. On se plaint, mais vraiment, il n'y a rien à faire. On a fait des délégations pour aller à la mairie. En tout cas, le retour n'est pas bon. Il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Les gens refusent de venir ici, à la poussière. On a oublié d'arroser ça avec une noix là. Mais on ne gagne même pas même. Vous avez votre voiture bien. Est-ce qu'on te dit de venir te mettre ici? S'il pleut là, tout est poton. Tout. Si la rue Princesse apparaît pour les populations d'Abengourou comme une attente trompée, la ville peut toutefois se targuer d'avoir évolué et gagné énormément en termes de bitumage de sa voirie. 10 km de bitume ont été obtenus à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Indénieux-Guablin. Pourquoi est-ce que tout Abengourou a été bitumé à part la rue Princesse? Bon, personne ne nous répond, ne sait vraiment pas ce qui se passe. Mais il faut dire que nous sommes un peu déçus parce qu'on n'a pas de réponse aux questions. Et aujourd'hui, entre grogne et interrogation des populations, la mairie d'Abengourou reste placide pour ce qui est entrevu. Le bitumage de la rue Princesse, très prochainement, dit-on.
mais au sujet duquel, jusque-là, il n'y a eu aucune communication. Nous avons bénéficié d'abord du programme précis, 4 km 600 de bitume. Lorsqu'on faisait ces études-là, la rue Princesse était vraiment praticable. C'est ce qui a fait que la rue Princesse a été un peu oubliée. Il y avait Précis 2 encore, les études sont déjà faites, les appels d'offres sont déjà passés, l'entreprise adjudicataire est déjà connue, dont les travaux normalement doivent démarrer dans ce mois de janvier-là. Et là, la rue Princesse est en priorité. La rue Princesse, y compris les autres voies de la ville d'Abengourou, forment un linéaire de 350 km, illustration de l'énormité des besoins à combler au plan de la voirie. À cela, il faut ajouter les questions de salubrité et d'assainissement qui, vraisemblablement, seront au cœur des débats pour les prochaines municipales. Alors qu'il se trouve isolé politiquement et diplomatiquement, Laurent Désiré Kabila est abattu en début de l'après-midi du 16 janvier 2001, soit 40 ans jour pour jour après l'assassinat de Patrice Lumumba dans sa résidence, le Palais de Marbre à Kinshasa, par un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde, Rachidi Mizele, qui est abattu sur place quelques instants plus tard par l'aide de camp Edi Kapan. Le docteur Machoko Mamba, présent à cet instant, tente vainement de réanimer le président assassiné. Le gouvernement déclarera plus tard que le président Kabila était encore en vie au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe. Ce temps mort permettant aux autorités d'organiser la succession dans le climat tendu des heures qui ont suivi. Le jour de l'assassinat, une délégation iranienne attendait d'être reçue par le président Kabila pour une tractation visant à fournir l'Iran en uranium provenant de la province congolaise du Katanga. Bien d'autres pistes viendront entourer de zones d'ombre cet assassinat non élucidé à ce jour. Ainsi, le soir même du meurtre, 11 ressortissants libanais liés au milieu du diamant, cible d'une campagne punitive, sont enlevés dans la capitale congolaise et exécutés. Le procès devant une cour militaire des personnes accusées de l'attentat sera dénoncé alors avec force par la communauté internationale et régulièrement remis en cause. La justice congolaise, faute d'avoir réussi à arrêter les coupables, condamnera plus d'une centaine de prévenus, militaires et civils, dont 4 enfants soldats, innocents pour la plupart et dont une cinquantaine croupissent toujours dans la prison centrale de Makala à Kinshasa, dans des conditions dégradantes. L'aide de camp est colonel Edi Kapan, l'un des cousins de Kabila, considéré comme le chef de file, et 25 autres personnes seront condamnées à mort en janvier 2003 sans que la peine prononcée soit exécutée. Un comité de crise réunit les ministres d'État, des Affaires étrangères et de la Justice, sitôt après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et finit par désigner son fils Joseph pour lui succéder. Par cet acte, les autorités déclarent avoir accompli la volonté du président décédé qui avait désigné pour lui succéder en cas de décès son fils Joseph, alors numéro 2 de l'armée, selon son témoignage verbal rapporté par le ministre de la Justice de l'époque, Wenze Kongolo, et l'aide de camp et colonel Edi Kapan. Le militaire qui contrôlait les généraux de Kabila après sa mort pendant le processus de la succession sera d'ailleurs accusé plus tard d'avoir tenté de s'approprier le pouvoir. Le jour de l'assassinat, Gaëtan Kakouyi, numéro 2 du gouvernement, décrète un couvre-feu sur toute l'étendue de la capitale. L'instauration du couvre-feu à Kinshasa a été ordonnée par le président Laurent Désiré Kabila, dit-il à la presse. Le 26 janvier, Joseph Kabila est investi président de la République.